Face au scandale du chlordécone aux Antilles, Association Médecins alerte régulièrement l'État sur les dangers des pesticides. Parmi ces derniers, le docteur Jean-François Delhomme, membre de l'ONG Génération Future, il est notre invité. Malgré les lois et les dispositifs pour faciliter le ramassage des déchets, les décharges sauvages se multiplient un peu partout dans les communes. ATV Guadeloupe vous interpelle sur ce phénomène qui constitue un problème de santé publique. Le centre de dialyse L'Audra va-t-il fermer ses portes? L'établissement en redressement judiciaire envisage même de réduire les salaires et avantages sociaux de ses salariés pour éponger ses dettes. Une opération de dernière chance à laquelle s'oppose le syndicat ETS-UGTG. On ne se faisait pas non plus une montagne de Raonic, affirmait ce matin Yannick Noah à la presse. Le capitaine de l'équipe de France de tennis se montre confiant envers son équipe, qui apparaît comme la favorite de ce premier tour de la Coupe Davis. Comment se portent les joueurs? Vous le verrez dans ce reportage d'Yvan Lemar. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver à la une de votre journal. Les ordures ménagères, elles continuent d'envahir nos espaces verts en Guadeloupe. Malgré les lois, les initiatives d'associations, le phénomène ne s'estompe pas. Que font les autorités? Karen Diamin a mené l'enquête. Souvent isolées, les décharges sauvages fleurissent là où elles ne sont pas attendues. Porteuses de maladies, elles sont néanmoins l'affaire de tous. Effectivement, c'est la population. Là, nous voyons un peu partout fleurir ces dépôts sauvages. Donc, chacun doit prendre ses responsabilités. Comme nous sommes dans le cadre de l'agenda 21 aujourd'hui, donc l'agenda 21, c'est de regarder dans le miroir qui nous sommes. Pourquoi nous faisons ça? Donc l'individu, aujourd'hui, doit comprendre que nous ne devons plus polluer cette planète, car nos enfants de demain en auront besoin. Donc il faudrait arrêter cette pollution. Avec des zones urbaines et rurales et près de 60 000 habitants, la ville des Abîmes mène un combat quotidien contre ses détracteurs. Les actions qui sont mises en place, disons que c'est comme l'a dit l'élu tout à l'heure, c'est la collecte régulière. Nous avons un marché de collecte, disons que en fonction des secteurs, c'est soit une fois ou 2 fois par mois. Ensuite, la ville a gardé en régie une petite équipe communale qui a pour charge de faire la lutte contre les décharges sauvages. Ensuite, nous mettons un peu dans un esprit dissuasif, mettons des panneaux d'interdiction, disons qu'ils ne sont pas toujours respectés. Donc entre autres, c'est les mesures, et puis aussi, il y a aussi parallèlement, on espère qu'il y aura une montée en puissance, mais il y a aussi une équipe de ce qu'on appelle la police environnementale. Une situation qu'il serait pourtant simple d'éviter. La ville des Abîmes est quand même relativement bien pourvue au niveau de tout ce qui est déchetterie, puisque nous avons une déchetterie qui est directement, pour le moment, gérée directement par la ville, mais qui est aujourd'hui demain gérée par Cap Excellence dans le cadre de l'intercommunalité. Et il y a aussi la déchetterie de la Gabarre qui est directement gérée par le CIVAD. Donc aujourd'hui, on peut, sans peur de se tromper, dire qu'il y a 2 déchetteries sur le territoire communal. Ensuite, à part ça, on a depuis 2009 la mise en place des bornes d'apport volontaire. Il faut que la population sache que nous avons un marché et le marché doit être respecté. Et à chaque fois que nous faisons intervenir la société qui a eu le marché hors circuit, automatiquement nous payons très cher. Donc il faut éviter ça. Avec des équipements préposés au tri, voire à l'environnement, seule la population peut aujourd'hui mettre fin à cette dégradation environnementale quotidienne. En 2007, l'Audra, l'établissement de santé privé qui a pour mission de traiter les patients atteints d'insuffisance rénale chronique sur la Guadeloupe et ses dépendances, était placé en redressement judiciaire. Un plan de continuation avait été alors mis en place pour permettre à la structure de rembourser sa dette d'un montant de 8 millions d'euros. Aujourd'hui, la direction envisage de réduire les salaires et les avantages sociaux de ses salariés. Pour y parvenir, reportage Bénédicte Jourdier. À 2 ans de sortie du plan de continuation, l'Audra, l'association pour l'utilisation du rein artificiel, doit rembourser 2 échéances de 490 000 euros sur les années 2016 et 2017. La direction de l'établissement propose donc une réorganisation des services et la suppression de certains avantages sociaux, comme la suppression du 13e mois pendant 2 ans, une diminution des chèques déjeuner, la diminution de 50% des CDD. Le syndicat UTS-UGTG conteste ces choix et dénonce les problèmes de gestion. Les musiques qu'elle doit prévoir,
est-ce que ça est suffisant pour garantir la pérennité de l'établissement-là? Donc par conséquent, nous avons dit par contre, nous avons observé que certains médecins largement surrémunérés par rapport à ça, ils ont fait réellement. Nous avons observé également un véritable désordre d'organisation à travers là, puisque c'est presque chaque année, c'est près de 800 000 euros d'heures supplémentaires et de contrats déterminés qui ont payé. Ça va représenter à peu près 20 emplois. Donc nous avons dit, nous ne pouvons pas d'accord avec telle mesure, et c'est pour ça que nous demandons à ce qu'il y ait un corps qui a un droit d'alerte, le CE qui est lié à provoquer le droit d'alerte, qui va permettre que les personnels bénéficient de soutien, accompagnement et conseil en expert comptable pour valider toute mesure que la direction décide de prendre. Pour le président du conseil d'administration qui a réagi au téléphone, seules 2 mesures seraient efficaces, réduire les heures supplémentaires et les CDD. Le syndicat UGTG demande l'examen par un expert comptable de toutes les mesures possibles qui pourraient permettre d'honorer ces échéances qui représentent un total d'1 million d'euros. C'est pour ça que nous avons dit que nous sommes d'accord à examiner, mais vers base à une expertise comptable, toutes les mesures qui permettent non seulement de protéger l'emploi, mais également de garantir que l'entreprise là ça. Mais pas question pour nous que c'est l'équipe personnelle qui a payé. L'équipe personnelle qui représente 100 salariés. La France est le plus gros consommateur de pesticides en Europe et le 3e au monde. Au 1er janvier 2017, les collectivités n'auront plus le droit d'utiliser des pesticides dans les jardins publics. Des molécules de synthèse estimées dangereuses pour l'homme, comme le chlordécone qui a contaminé des pans entiers de notre territoire maritime et terrestre. Jean-François Delhomme, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes docteur et membre de Génération Future, une association qui vient en aide aux victimes des pesticides. En Guadeloupe, un collectif lutte pour que les responsables du chlordécone soient traduits devant la justice française. Je vous propose d'abord de regarder leur dernière intervention télévisée. Salle comble hier soir au centre Rémy Souta. Un public très attentif au discours d'Harry Durimel, le porte-parole de Caraïbes Écologie Les Verts, veut obtenir justice 10 ans après la plainte déposée dans le dossier du chlordécone le 23 février 2006. Un dossier sensible et quasi oublié des autorités. Mais 10 années, c'est 10 années où ils font des petits actes, notamment ordonner une expertise, des choses comme ça, mais on n'entend pas les fauteurs, les fautifs, les ministres, Soissons, Mermaz, on devrait les entendre. Comme lorsqu'on fait, c'est qu'on soupçonne votre voisin d'avoir volé chez vous, on interroge le voisin, et si on n'est pas convaincu de sa culpabilité, on le laisse filer. Pourquoi dans notre quête, on ne fait que ce qui est de nature à nous faire baisser les bras? Faire aller l'affaire à Paris, demander beaucoup d'argent, refuser de faire des tests. On ne comprend pas. C'est un scandale de santé publique. Et les gouvernants qui sont censés nous protéger font tout pour entraver notre quête de vérité. Dans les cas de grippe aviaire, Mediator, tous les problèmes qu'il y a en France, vous entendez, les mesures sont prises, on indemnise les agriculteurs. Pourquoi nous? C'est parce qu'on est loin du centre, on est loin de Paris et qu'on nous oublie. Discussion, débat, mais aussi l'occasion de mettre l'accent sur l'impact du pesticide qui touche principalement la basse terre. Outre sa capacité de s'accumuler dans les plantes, le chlordécone est classé comme cancérigène. Utilisé pour rappel jusqu'en 1993 aux Antilles, l'insecticide continue de polluer les cours d'eau selon une étude de l'INSERM. Les populations locales restent donc les premières victimes de cette contamination, d'où la signature en masse d'une pétition. La mobilisation de ce soir, ce n'est qu'une première étape. Nous avons voulu rencontrer la population, la sensibiliser, et vous avez pu voir qu'elle est sensibilisée. Donc nous allons par conséquent mettre en place une coordination avec des personnes de toute origine, des scientifiques, des marins-pêcheurs, des agriculteurs. Cette coordination va réfléchir sur des modalités d'action concrètes et pratiques. Depuis 2006, plusieurs plans d'action ont été lancés contre la pollution du chlordécone aux Antilles. Gérer les espaces contaminés et informer la population ont été les grands axes. Des actions qui devraient durer encore jusqu'en 2020, une façon pour les autorités, selon Harry Durimel, de causer le retard. Comment peut-on résumer ce scandale du chlordécone en quelques mots? Quelques mots, je vais reprendre un petit peu d'historique. Le chlordécone a commencé à être utilisé aux Antilles début des années 70. Il était produit aux États-Unis, à Hopewell, dans une usine. Et en 1975, il y a un énorme scandale là-bas. Les ouvriers sont intoxiqués. La population aux environs et jusque la baie de Chesapeake, qui est une grande baie de pêche aux États-Unis, et qui amène à l'interdiction du produit en 1976. Donc,
il n'est plus produit. Les planteurs ici vivent sur les stocks et à la fin des années 70, ils n'ont plus de stock. Ils rachètent le brevet. Une société qui s'appelle Delagari, qui était localisée en Martinique, reprend la production au Brésil, le conditionne à Béziers, je crois, de mémoire, et obtient l'autorisation, malgré l'interdiction aux États-Unis, le classement cancérigène probable par l'OMS en 79. En 81, ils obtiennent l'autorisation, une autorisation temporaire qui va être prolongée jusqu'en 70, interdiction définitive. Et encore des dérogations jusqu'en 93, septembre 93, il sera encore utilisé. Et ce ne sera pas sans conséquence. La plainte d'un médecin guadeloupéen victime d'un cancer de la prostate a été classée sans suite. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut affirmer que cet empoisonnement a eu pour conséquence de favoriser justement ce cancer chez nous ? Alors, une première notion un peu technique, mais il faut vraiment insister là-dessus, c'est la particularité du chlordécone et de cette famille de pesticides qui sont les plus vieux, qui sont presque tous interdits. C'est la famille du DTT, ce sont les organochlorés. Ils sont persistants dans l'environnement, donc une très grande persistance. L'INRA nous dit, ici c'est peut-être 650 ans, ça se compte en siècles. Et ensuite, ils s'accumulent dans l'organisme. Donc on ne les élimine pas et en consommant des petites quantités tous les jours, on les accumule tout au long de notre vie. Donc là, il y a une contamination environnementale, alimentaire, et elle va se poursuivre. Donc on peut le dire. Mais est-ce que c'est prouvé que justement qu'elle favorise le cancer de la prostate ? Alors la spécificité, c'est pour ça que c'est très important pour nous de suivre le dossier chlordécone. L'étude Caru-Prostate a fait le lien. On a dosé chez des malades qui ont le cancer de la prostate le chlordécone, et tous ceux qui avaient plus d'1 millionième de gramme, donc ceux qui avaient la plus grande quantité, avaient le plus fort risque d'avoir un cancer de la prostate. Ça a vraiment été établi par l'INSERM, donc il n'y a pas de doute. Il y a un lien entre le risque de cancer de la prostate. Tous les tenants de l'étude, le professeur Blanchet, le chercheur Multinier qui ont travaillé l'affirment, le disent. Comment expliquez-vous justement alors ces blocages au niveau, au niveau judiciaire ? Bien, parce que c'est prouvé. Les conséquences sanitaires sont prouvées. Par contre, ça ne prouve pas les responsabilités, les raisons pour lesquelles, malgré la connaissance de la dangerosité, l'énorme scandale. Là, ce qui se reproduit ici, c'est ce qui est arrivé aux États-Unis en 1976 avec la plus grosse indemnisation environnementale pour l'époque qui n'avait jamais été donnée. Il y avait un retentissement médiatique énorme, tout le monde le savait. Donc, tenant compte de ce contexte, c'est sûr que c'est inexplicable qu'on ait réautorisé, prolongé l'utilisation et autorisé notamment en 80 jusqu'en 90 en France. Donc il y a des responsabilités. Mais la recherche implique, vous voyez bien, un certain nombre d'intérêts qui se défendent et qui résistent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous l'avez entendu tout à l'heure, une pétition a été lancée en Guadeloupe. Le collectif des victimes des pesticides que vous représentez va-t-il accompagner ce mouvement, le soutenir ? Bien sûr, tous nos collectifs, nos associations et déjà un groupe de députés européens, des écologistes, José Bové, Michel Rifasi, les ténors, Yannick Jadot, ont fait une tribune dans l'Observateur pour contester ou protester plutôt contre le classement de cette plainte, donc d'un patient, d'une personne. Mais ce qu'il faut surtout, c'est que la plainte générale qui a été déposée par les associations de consommateurs, par l'Union des producteurs, elle ne soit pas classée pour qu'on fasse la lumière et que la population générale prenne conscience du risque. Ces pesticides sont interdits, mais il y en a encore qui sont autorisés et qui ont moins de persistance, mais une grande dangerosité. Donc là, on joue avec des molécules de synthèse très dangereuses. Il faut qu'on soit vraiment beaucoup plus prudent à l'avenir et on milite vraiment pour l'interdiction. La loi Labbé dont vous avez parlé, on a pesé tous les environnementalistes. Voilà, 1er janvier 2017, c'est fini pour les collectivités dans les espaces publics. 2019 pour les particuliers, le jardinier que je suis amateur parfois, moi je cultive en bio entre guillemets, je n'en utilise pas de pesticides, eh bien on sera tous logés à la même enseigne. Pour les activités privées de jardinage, on ne pourra plus acheter de pesticides, ce sera à ce moment-là réservé aux professionnels, mais il faut réduire, il y a les plans éco-phyto nationaux, drastiquement l'utilisation des pesticides. Ce sont des molécules trop dangereuses. C'est l'ennemi numéro 1, alors les pesticides. Peut-on se passer des pesticides ? Existe-t-il des alternatives ? Oui, les agriculteurs biologiques, ceux qui sont spécialisés dans la production en agriculture biologique, le prouvent. Ils savent produire, nous nourrir sans pesticides. Il y a une étude qui a été demandée par la FAO, et c'est M. De Schutter, un rapporteur qui a fait ça, qui a montré que l'agriculture biologique, avec les techniques actuelles, peut nourrir 12 milliards d'humains. Donc l'argument qu'on va mourir de faim, pour parler simplement, si on n'a plus de pesticides, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai.
Jean-François Delhomme, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. C'est moi qui vous remercie. En Martinique, un restaurant en Trois-Îles a été ravagé par les flammes hier soir. Alertés dès minuit, les pompiers ont achevé leur intervention petit matin. Une nuit brûlante qui voit partir en fumée l'un des plus anciens établissements de Lens-Mitan. Un traumatisme pour le propriétaire, mais également pour les salariés qui se retrouvent en chômage technique. Le reportage de Loïc Régis. Les pompiers éteignent les dernières braises. Dans la nuit, aux alentours de minuit et demi, un incendie se déclare dans le restaurant Villa Créole. En quelques minutes, les flammes envahissent la totalité du bâtiment. Aucune victime humaine à déplorer, mais le propriétaire a tout perdu. Je suis venu ici avec mon épouse et j'ai ouvert la porte de la cuisine. J'ai essayé d'entrer voir si on pouvait récupérer un extincteur, mais c'était impossible, le feu était déjà trop fort. Alors on a appelé les pompiers, qui avaient déjà été appelés 2 fois par les voisins, et on les a attendus qu'ils arrivent. Et puis ça s'est propagé et la totalité du restaurant a brûlé. Ce matin, le quartier est plongé dans l'émotion. Le restaurant existe depuis 36 ans. Les employés sont sous le choc. 7 sont aujourd'hui au chômage. Je n'ai même pas de mots pour déterminer tout cela parce que c'est toute ma vie qui part en fumée aussi. Est-ce qu'on trouvera une équipe comme celle-là ou je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas. Je me suis mise à pleurer parce que c'était trop touchant. Je ne pensais pas avoir le restaurant comme ça. Parce que ça fait déjà quand même 3 ans que je suis là. Et sans compter les arrières, j'ai fait mes stages là pendant que j'avais 16 ans. Donc en gros, ça fait plus de 20 ans que je suis là, quoi. Juste derrière le restaurant, une résidence touristique a également été touchée par les flammes. Là encore, personne n'est blessé, mais les habitants sont choqués. J'ai vu la propriétaire de la Villa Créole qui me dit « Sors, appelle tout le monde, évacue les lieux parce qu'il y a le feu. » Je dis « Quoi ?» Et j'ai donc récupéré mon petit-fils. Son père est sorti avec lui, l'a éloigné. Et je suis allée taper sur les portes de tout le monde pour leur dire « faut qu'on sorte tous parce qu'il y a le feu. » Les riverains devraient regagner leur logement ce soir. Les experts ont commencé leur investigation dans le restaurant pour déterminer l'origine du sinistre. En Guyane, une enseignante et une assistante ont violenté 2 enfants autistes âgés de 6 ans. La scène qui a été filmée se serait déroulée au sein même de l'établissement au mois d'octobre dernier. Les parents ont décidé de porter plainte. Les 2 enseignantes encourent 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Le reportage de Xavier Paul Lepeletier d'ATV Guyane. De la consternation. Voilà le sentiment de ces parents d'élèves autistes scolarisés à l'école Gaëtan Hermine, après que la police les ait convoqués il y a quelques jours pour leur présenter une vidéo choquante. Jeudi, j'ai été contactée par les services de police afin de m'y rendre avec mon fils, qui m'ont montré justement une vidéo avec mon enfant maltraité par une AVSI de sa classe. Quel a été votre sentiment à ce moment-là? Quelle a été votre réaction? Impuissance, colère. Bien évidemment, j'étais choquée, mais plus de l'impuissance puisqu'on se sent très mal de n'avoir pas vu la souffrance de l'enfant, l'amener justement où il se faisait maltraiter et ne pouvoir rien faire. Au-delà de la colère et de l'indignation, c'est le ras-le-bol qui l'emporte. Le ras-le-bol de constater que leurs enfants ne sont pas correctement encadrés. On a toutes ces questions-là en suspens. Comment des AVS, des enseignantes qui ne sont pas formées pour ce genre de choses puissent être recrutées pour des classes spécialisées, d'accord? Et comment des chefs d'établissement dans lesquels on place des enfants peut savoir qu'on maltraite ces enfants-là et qu'elles ne disent rien. Alors déjà, les enfants qui n'ont pas de problème, le rectorat s'en fiche complètement. Et les enfants qui ont des lourds problèmes, ils ne recrutent pas de gens spécialisés. Ils mettent n'importe qui dans ces classes, que ce soit au niveau des AVSI ou au niveau des enseignantes. Du côté du rectorat, on assure que l'on ne fait pas preuve de langue de bois dans cette affaire. S'il y a une irrégularité quelconque de constater par quelqu'un, cette personne peut le signaler, cela peut être vérifié par nos services dans le cadre de l'enquête administrative ou par la justice si on rentre dans le cadre judiciaire, c'est-à-dire de l'infraction, du délit, voire pire, dans un autre cas, du crime. Mais il faut vraiment faire la part des choses. Je ne commande pas l'actualité sur des vidéos, sur des SMS, sur des choses qui sont rapportées et qui se manipulent très facilement. L'enquête préliminaire qui fait suite au dépôt de plainte de 2 familles déterminera si l'enseignante et son assistante sont susceptibles d'être condamnées à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende.
Après 5 bonnes années de réflexion, la première structure d'aide à la parentalité pour les personnes en difficulté voit enfin le jour. Il s'agit de la société coopérative d'intérêt collectif, pilotée par une militante féministe, Christiane Gaspard-Méride. Le reportage de Karen Diama. Lancée en avril 2014, la SCIC EPOL est une structure qui se situe entre l'entreprise et l'association et qui œuvre en faveur des familles guadeloupéennes. Une épaule, c'est fait pour poser la tête, c'est fait pour trouver un soutien, c'est fait pour aider. Nous avons un pôle parental, un pôle éducation, un pôle relations familiales, un pôle nouvelles technologies, culture, un pôle aussi citoyenneté. Nous avons voulu balayer tous les secteurs où la famille est présente, dans le but, entre autres, de créer de nouveaux outils adaptés à la parentalité d'aujourd'hui et de permettre à la famille de pouvoir s'appuyer sur ces outils pour une harmonisation et un fonctionnement optimal. Une idée venue d'un constat plutôt alarmant. Il y a un désintéressement aussi, peut-être par méconnaissance de certains dispositifs, peut-être aussi, on a beaucoup de gens qui sont désabusés aussi et qui disent ça va servir à rien, c'est pas la peine de se mouiller. Eh bien non, si on se mouille tous, on va pas tous se noyer, on va s'aider à sortir les uns les autres. Et je voudrais justement faire passer ce message aux Guadeloupéens, aux Guadeloupéennes en leur disant: nous avons le principe de la démocratie participative. Arrêtons de dire « Ah, rien ne se fait. Ah, c'est pas bon. Ah, ça va rien donner. » Mettons-nous ensemble. On nous a donné ce principe de démocratie. Eh bien, mettons-nous ensemble autour de la cellule de base de notre société qui est la famille. Présidente de force, Christiane est un véritable potomitan de la société et enchaîne les combats avec un engagement sans faille. C'est un choix de vie que j'ai fait, c'est un engagement que j'ai pris et j'ai vite découvert que l'engagement n'était pas statique. L'engagement est évolutif, l'engagement vous propulse et l'engagement vous fait parfois non seulement vous découvrir vous-même, mais découvrir autour de vous des gens qui peuvent eux aussi partager en tout ou partie cet engagement avec vous. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des déceptions, c'est sûr, mais si déception il y a, ce sont vraiment des choses auxquelles je n'attache pas d'importance. Avec un engagement comme le sien, Christiane reste un exemple à suivre. Dans un instant, parcours d'une réussite 100% locale, celle d'une passionnée de douceur, Sandrine Durizo. Et puis ATV Guadeloupe lève le voile sur les risques liés au métier de la filière jardin et espace vert. Après une semaine d'entraînement en Guadeloupe, l'équipe de France a tenu une conférence de presse ce matin au Vélodrome de Bemao, l'occasion de faire le point sur l'état d'esprit des joueurs qui affronteront une équipe du Canada affaiblie après le forfait de l'un de ses meilleurs joueurs, le 13e mondial Milos Raonic. Reportage Yvan Lemar. À 3 jours du premier tour de la Coupe Davis, l'équipe de France est prête et avec le forfait du numéro 1 canadien, la défaite est désormais interdite. Leur numéro 1 qui n'est pas là, leur numéro 1 il est 13e mondial, moi j'ai un numéro 9 mondial, un numéro 10. On est plus fort qu'eux quoi. On est plus fort qu'eux, avec ou sans. Alors peut-être qu'il y a des gens qui seraient venus, qui viennent à un match de tennis pour voir un spectacle. Moi je suis pas au spectacle là, moi. Ça c'était avant. Moi je veux qu'on gagne n'importe qui, contre n'importe qui. Fort, pas fort, petit, grand, du vent, il pleut. Notre truc c'est d'essayer de gagner quoi. Après une semaine d'entraînement, les joueurs sont acclimatés et leur motivation décuplée. En termes d'accueil, ça a été assez incroyable. Je crois qu'à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un dans la rue et qu'il nous klaxonne, il nous encourage. Donc c'est fabuleux. Et l'acclimatation, ça s'est très bien passé. Sur un plan personnel, ça s'est très bien passé parce que je suis parti avec
sensation très moyenne, on va dire, de ma tournée indoor. Et puis dès que je suis arrivé ici, voilà, j'ai bien joué, j'ai bien frappé, tout s'est mis en place assez rapidement, mais je crois que pour les autres aussi. La composition finale de l'équipe de France n'a pas été dévoilée. Tous les joueurs doivent rester concentrés sur l'objectif. Aujourd'hui, rien n'est acté. On sait toujours que jusqu'au moment où Yannick fera son équipe, tout sera possible. Donc, pour l'instant, moi, pour ma part, j'en ai aucune idée. L'objectif, c'était de jouer beaucoup de points, que ce soit en simple, en double, d'essayer de jouer au maximum des situations qu'on va rencontrer ce week-end. Pour le Guadeloupéen Gaël Monfils, la pression monte un peu plus. Parce qu'une pression, on a toujours la pression de jouer à chaque fois, je dis, en équipe de France. Jouer en équipe de France, c'est jamais facile. Après, jouer devant sa famille, dans son pays, entre guillemets, c'est encore plus dur. Mais voilà, je pense que la pression, c'est ce que j'aime aussi. Et après, voilà, je vais faire le maximum. À partir du moment où on donne le maximum de soi et qu'on gagne, qu'on perde, entre guillemets, ça importe peu. Mais voilà, la personne sait que si je vais être sélectionné, ça va être quand même quelque chose. Gaël Monfils, content et impatient de jouer en Guadeloupe, a tenu à clarifier les choses sur la polémique créée par ses propos. Je ne regrette pas parce que j'ai rien dit de spécial. J'ai juste dit par rapport à mon calendrier et je pense au calendrier des joueurs que c'était compliqué. Mais la venue en Guadeloupe n'a jamais été remise en question. Je suis guadeloupéen et c'est ça que je ne comprends pas qu'un journaliste puisse penser que je ne pense pas envie de venir en Guadeloupe. Et donc la question, je vais la retourner, c'est pourquoi j'aurais pas voulu venir en Guadeloupe. C'était assez ambigu les propos que vous avez eus. J'ai quand même le bras tatoué avec la carte de la Guadeloupe. Je joue avec la Guadeloupe toute l'année. Mon père habite en Guadeloupe, ma famille vit en Guadeloupe, je suis guadeloupéen, monsieur, pourquoi je ne voudrais pas jouer en Guadeloupe? C'est ce que je vous demande. Par contre, le joueur de tennis, il dit une option que ouais, c'était un peu compliqué forcément, mais depuis novembre, je sais que je joue en Guadeloupe et j'ai toujours dit que je voulais jouer en Guadeloupe. Donc je retourne la question, pourquoi je ne voudrais pas jouer en Guadeloupe? Le début du premier tour de la Coupe Davis est prévu vendredi prochain. Et pour ceux qui rêvent d'assister à cet événement, des billets supplémentaires vont être mis en place, 900 places de plus. Ils seront vendus ces tickets dès demain matin, sur place, 9h, au Vélodrome de Bemaou. Cette prestigieuse compétition draine des journalistes du monde entier. La Coupe Davis peut-elle être l'occasion pour ceux qui sont en colère de se faire entendre? Isabelle Hameau et Patrick Curie ont recueilli vos avis. Non, en fait, on ne devrait pas profiter de ces événements pour pouvoir mettre en avant les soucis. Là, c'est le moment pour pouvoir montrer les belles choses de la Guadeloupe, les possibilités qu'on a, le savoir-faire guadeloupéen. Donc après, je ne pense pas que c'est la presse internationale qui fera bouger les choses. La presse internationale, ce qu'elle peut nous ramener aujourd'hui pour les entrepreneurs et pour les Guadeloupéens, c'est une communication sur enfin montrer les bonnes choses qui sont faites en Guadeloupe. Non, je ne crois pas que ce n'est pas la peine d'aller sur l'international, c'est des problèmes à nous et c'est ici qu'il faut les résoudre. C'est pour ça qu'il y a la loi française, il y a les policiers, donc c'est à nous de trouver la solution. Oui, effectivement, on peut se servir comme vecteur de la presse internationale pour dénoncer toutes sortes de dysfonctionnements en Guadeloupe. Maintenant, lesquels, je ne sais pas. Ça sera peut-être un peu plus de retentissement. Ouais. Vous savez quelque chose que moi je pense que ça serait peut-être pas une bonne occasion pour dénoncer le nombre de problèmes qu'il y a en Guadeloupe, parce que des problèmes il y en a partout. En Guadeloupe c'est vrai, c'est un petit peu particulier, on est sous une île, il faudrait savoir que ça fonctionnerait pas sans problème. Alors ce que moi je pense, c'est une occasion pour donner une bonne image à la Guadeloupe, c'est pas l'occasion pour dénoncer les problèmes. Peut-être oui, c'est un moyen de dénoncer parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes et le monde peut voir quoi. Donc oui, je pense que c'est un bon moyen pour dénoncer les problèmes. Pour moi, c'est pas bien vu, parce qu'en fait, c'est peut-être aussi dégrader un peu l'image de la Guadeloupe, quelque part. Donc moi, je trouve que c'est une très belle île, donc on est très bien ici, et des problèmes, vous savez, il y en a partout. Donc je pense qu'il y a d'autres méthodes pour montrer son mécontentement. Donc par la presse, bien sûr, pourquoi pas, mais bon, après, chacun a son opinion. Il faut que ça reste positif. Si c'est vraiment dans l'idée de créer quelque chose de positif, il faut que ça reste vraiment positif. Mais le fait que déjà on ait reçu la Coupe Davis, c'est déjà un point pour nous. Je vois pas l'intérêt de parler de nos problèmes à d'autres personnes, excepté aux personnes qui sont justement au pouvoir aujourd'hui, qui ont parfaitement les rênes et les capacités de pouvoir résoudre les problèmes. Après, si on a forcément besoin d'un événement pour pouvoir justifier d'une action, je vois pas trop l'intérêt.
Autre thématique plus douce cette fois, c'est une médecine que vous ne connaissez peut-être pas, la réflexothérapie, une technique en vogue pour soulager les douleurs. Comme la réflexologie, elle utilise des points d'appui sur le visage, les mains, les pieds et les oreilles. Sa particularité, des instruments qui permettent d'être encore plus précis pour cibler l'origine du mal, un toucher qui s'apprend en Martinique et qui peut ensuite être utilisé dans divers métiers du bien-être. Sabina Doré et Ima Poulain l'ont testé. Depuis 11 ans, les pensionnaires de cette maison de retraite peuvent bénéficier de la réflexothérapie pour soigner certains maux sans médicaments. Evelyne, en résidence ici depuis 15 ans, profite régulièrement des massages proposés, notamment pour gérer son stress. Les indications essentielles de la réflexologie appliquée aux personnes âgées répondent notamment à une relaxation globale de la personne, puisque nous avons des résidents qui ont des troubles psychocomportementaux avec des angoisses. Et justement, en travaillant cette approche non médicamenteuse, on rentre directement en relation par le biais du corps et on peut travailler justement certaines zones qui permettent d'obtenir un lâcher-prise. Avec les 2 pouces, les phalanges des pouces, voilà, on va venir appuyer. Là, on est donc sur des zones réflexogènes. Ici, à l'École internationale de réflexologie du Marin, les élèves ont pour la plupart une formation médicale traditionnelle. C'est un atout supplémentaire, puisque voilà, on a un public diversifié, des Alzheimer. Voilà, je pense qu'ils en ont vraiment besoin. Dans la formation initiale, on ne voit pas du tout ce qui est réflexologie. Tout ce qui est réflexologie, n'importe autre. Et du coup, pour s'ouvrir à d'autres techniques, parce que nos techniques ne vont pas forcément à tous les patients. Donc on essaie d'adapter en fonction des pathologies, du patient, du ressenti. Et comme ça, plus on a de techniques à proposer, mieux on arrive à soigner les gens. Les malades sont de plus en plus nombreux à faire confiance à la réflexothérapie. Comme la réflexologie, elle apporte un bien-être, mais peut en plus soulager les différents maux du quotidien en complément de la médecine traditionnelle. Profond, superficiel. Et ce petit balancement va détendre la personne en même temps que nous nous occupons de détendre la zone réflexe. Voilà. Alors, dans la médecine, vous avez d'abord un diagnostic médical. La réflexologie ne permet aucun diagnostic médical. Aussi, ils ont la possibilité de traiter de façon médicale. Par exemple, un kinésithérapeute produit un acte médical. La réflexologie n'est pas du tout une action médicale, c'est une action qui va venir détendre, libérer l'état de stress de la personne sans jamais intervenir sur une lésion ou rééduquer quelque chose dans le corps. Aujourd'hui, tout le monde peut se former à la réflexologie. 5 écoles de Martinique proposent des stages allant de 2 à 560 heures de formation. Dans certains corps de métier, on se blesse davantage que dans d'autres. C'est le cas de la filière jardin et espaces verts. On dénombre 71 accidents pour 1 million d'heures travaillées, contre une trentaine dans les autres secteurs d'activité. Gros plan sur une entreprise du secteur avec Bénédicte Jordier. Joël et son équipe viennent tout juste de terminer la plantation des bougainvilliers. Un travail relativement facile comparé aux travaux d'élagage, considérés comme les plus dangereux selon ce paysagiste. Il y a des travaux qui sont vraiment plus compliqués. Bon, là maintenant, ça va. Ça a été. Hein. C'était pas en pente, c'était en plat. On a pu faire le travail bien comme il fallait. Nous aussi, on fait de l'élagage, de l'abattage d'arbres. Là, c'est beaucoup plus dangereux. Là, on peut avoir beaucoup plus de problèmes. Bon, c'est un peu rare, on est vraiment équipé et puis on arrive à faire les interventions. Paysagiste depuis plus de 20 ans, Joël ne se souvient pas avoir connu d'accident. Pourtant, dans ce secteur, les risques sont de plusieurs natures. Physiques pour la manutention lourde, des postures contraignantes, chimiques pour l'utilisation des produits phytosanitaires et biologiques pour les morsures d'animaux et piqûres d'insectes. Mais les situations les plus à risque restent l'utilisation de machines. Les machines, on peut avoir des difficultés avec, enfin des accidents, c'est plutôt les tronçonneuses. Les tronçonneuses et puis les débroussailleuses à lame. Si on ajoute une lame, il faut faire très attention parce que souvent la lame, ça peut partir de droite, ça peut être détaché et on peut avoir un coup.
Et pour éviter les coûts, il y a les EPI, les équipements de protection individuelle. Comprenez casque, protection auditive, pantalon, chaussures de sécurité, etc. Je demande aux stagiaires la part du temps d'être équipés, d'avoir des chaussures de sécurité. C'est le primordial, d'être bien équipé. Et puis surtout quand on va faire de l'élagage pour avoir l'harnais, pour être en sécurité. Selon de récentes statistiques nationales relatives aux accidents du travail pour la filière jardin et espaces verts, environ 8000 accidents sont répertoriés tous les ans en France, dont 600 accidents graves non mortels. Il y a 15 ans, elle quittait sa Guadeloupe natale pour y poursuivre ses études avec la ferme intention d'y retourner un jour pour ouvrir sa propre affaire, une épicerie fine, c'est chose faite. Sandrine Durizo a ouvert Le Local, un lieu de douceur situé à quelques mètres du Champ d'Arbaud à Basse-Terre. Loïs Ignace nous fait découvrir cet univers sucré. Voilà 15 mois maintenant que Sandrine Durizo s'est installée à quelques mètres du Champ d'Arbaud à Basse-Terre. Guadeloupéenne et amoureuse de son île, Le Local de Sandrine est un lieu où l'on trouve les saveurs, les parfums et les couleurs de notre archipel. J'avais vraiment envie de créer quelque chose qui me permette de valoriser les produits locaux à ma façon et autrement surtout. L'objectif de Sandrine, vendre uniquement des produits locaux de qualité. J'aime beaucoup aller à la rencontre des artisans avec lesquels je travaille et qui ont grand plaisir en général à m'ouvrir les portes de leur laboratoire pour voir comment ils travaillent. Donc quand je vends une huile par exemple de carapate, je suis sûre que c'est de la carapate locale. La jeune femme de 33 ans s'évertue à diversifier ses produits. Alors au local, vous pouvez trouver toutes sortes de produits alimentaires. Donc vous avez des confiseries de chez nous, donc des confiseries d'antan, des sucres à coco, des nougats, des bonbons. Vous avez tout ce qui est snacking avec des chips, des flûtes, des galettes. On va avoir du café, du sucre, du rhum, des ponches. J'essaie de vraiment montrer ce qui se fait dans l'agro-transformation chez nous. Et au fond, j'ai un espace artisanat avec des créations de vêtements, des bijoux et des produits de beauté fabriqués en Guadeloupe. La jeune entrepreneuse a plusieurs idées pour dynamiser son activité. J'essaie d'y associer pour dynamiser mon entreprise, mais également pour dynamiser un peu la Basse-Terre, des événements. Donc ça peut être des ateliers créatifs, on a fait des ateliers bijoux, des ateliers savon par exemple, des ateliers de marie-tête. Mais c'est aussi un bar, une restauration éphémère, 2 fois par mois. Donc j'ai un bar à soupe et des rencontres littéraires qui se tiennent de temps en temps ici. Sandrine poursuit le développement de son entreprise et tient à relever chacun de ses défis particulièrement osés en cette période économique difficile. Quelques informations pratiques. La préfecture et la sous-préfecture seront exceptionnellement fermées le jeudi 3 mars. Les services de l'État rouvriront leurs portes le lendemain aux horaires habituels. Et puis vous l'avez certainement déjà remarqué, le super samplon a baissé de 1,23 € le litre, soit 7 centimes de moins par rapport au mois de février. Le gazole en revanche a augmenté de 2 centimes, passant ainsi à 1 € le litre. Et la bouteille de gaz a augmenté, elle, de 49 centimes, passant à 18,38 €. Des coupures d'eau sont à prévoir demain dès 7 h à Baie-Mahault. Les zones de Blachon, Budan, Calvaire-Chapelle, Castral, Official, Ladigue, Réfère seront concernées. Le retour à la normale est prévu en fin d'après-midi. Et enfin, l'établissement français du sang organisera une collecte mobile demain au centre commercial de Baie-Mahault. Voilà pour les informations pratiques, c'est la fin de notre édition locale, régionale. Dans un instant, questions directes présentées par Eddy Planté.